Merci d'abord aux organisatrices de m'avoir associé à cet événement qu'elles ont su mettre en place de manière très professionnelle. I don't have any hearings, so it's easier for me. Aber ich habe eine Brille. Dokoil voit bien mieux que moi et pense sûrement bien mieux que moi aussi, mais je vais essayer de vous apporter quelques réflexions. Voilà le parcours que je propose. Donc, je vais faire une introduction et revenir sur ces notions de languaging et translanguaging très rapidement. Mais c'est utile, c'est des notions qui sont en miroir. C'est utile pour apprendre les choses. Et ensuite, je vais effectivement montrer que dans le zweisprachiger oder bei zweisprachiger Unterricht, bilingualer Unterricht, vous avez les deux aspects de languaging, translanguaging, et c'est pour ça que je parle de didactique multi-intégrée. Le lien entre Inhalt und Sprache, das ist eine Ebene, und le lien zwischen Sprachen, die andere Ebene. So, cette multi-intégration, je vais la présenter tout à l'heure, et je vais la détailler un petit peu en montrant comment, dans l'enseignement bilingue, on travaille la langue dans les disciplines, à Spracharbeit, avec l'idée de non seulement résoudre des problèmes, mais aussi de poser des problèmes intéressants pour la discipline, et voir par ailleurs comment le travail plurilingue agit dans ce type de didactique. Je vais prendre essentiellement des exemples. Ich habe viele Beispiele auf Deutsch, essentiellement als Zweitsprache. Donc, pas mal d'exemples, des exemples qui sont surtout dans le gymnase, ou bien Fachhochschule. Je n'ai pas de terrain pour la formation professionnelle, mais vous pourrez sans doute faire des transferts d'une situation à l'autre, et on va finir par quelques réflexions conclusives. Ich möchte gerne mit einem Physiker anfangen. Jean-Marc Lévy-Leblond. C'est toujours intéressant de voir comment les non-spécialistes de langue, les non-spécialistes d'enseignement réfléchissent sur la langue, car ils réfléchissent sur la langue, parfois, pas toujours. Ici, Jean-Marc Lévy-Leblond dit, il y a à peu près 20 ans, dans un ouvrage qui s'appelle La pierre de touche, « S'il n'est pas toujours facile, vous avez la traduction en allemand, s'il n'est pas toujours facile de calculer une intégrale ou de faire un dosage, c'est qu'il est toujours difficile de parler et d'écrire ces pratiques, c'est-à-dire de les penser. » Vous voyez un lien entre cet énoncé et ce qu'on peut mettre sous languaging, c'est-à-dire que la connaissance est toujours liée à la mise en discours, pas à la langue. It's not related to language, but to languaging. La mise en discours, l'activité de langage. Et si on est physicien, si on est mathématicien, si on est agriculteur, si on est enseignant, on est concerné par des activités de langage, de mise en discours, l'action de langage, languaging. J'y reviendrai tout à l'heure. Dans ce même ouvrage, Jean-Marc Lévy-Leblond dit un peu plus loin, la domination quasi monopolistique d'une langue, quelle qu'elle soit, inhibe le jeu des mots et des idées, souvent stimulés par les traductions, passages et échanges d'une langue à l'autre. Et vous voyez ici l'importance non seulement du languaging, mais du multilanguaging, translanguaging. You have to work in different languages. Amener différentes langues dans le travail, ça vous permet de travailler différemment. Ce n'est pas seulement une difficulté supplémentaire, c'est une occasion supplémentaire, qui nous pose des problèmes, mais des problèmes qui peuvent devenir intéressants. Et j'aimerais me saisir de ces deux notions, languaging et translanguaging. Je ne vais pas les théoriser, elles sont complexes, elles ne sont pas unanimes, elles ne sont pas univoques, elles ne sont pas toujours bien comprises, elles sont définies de plein de manières différentes. Je les prends comme des notions plutôt pratiques et utiles pour la sonorité, languaging, translanguaging. Et j'aimerais simplement m'en servir pour vous montrer que dans l'enseignement des langues ou dans l'enseignement dans des langues étrangères ou secondes, on est confronté à deux dimensions qui sont importantes. La première dimension oppose des approches qu'on pourrait appeler décontextualisées de la langue à des approches en contexte, à travers les usages. Et évidemment, si on a des approches en contexte à travers des usages,
on aura cette notion de languaging. Comment j'utilise la langue? Comment, l'a dit Dokoi, les élèves utilisent la langue? Comment on fait de la langue un outil, Werkzeug, a tool, to work? Donc comment on implique la langue dans des activités de communication, de travail, etc. Ça, c'est une façon d'impliquer la langue dans la classe, mais on peut aussi impliquer la langue comme objet à ce topic, comme objet de connaissance, comme on peut regarder les mathématiques comme objet de connaissance, ou alors résoudre des problèmes de mathématiques. Donc, cette première dimension est importante. Est-ce qu'on est plutôt en train de travailler en contexte, avec les usages, ou en dehors du contexte, en regardant les structures linguistiques? On a le droit de regarder la langue comme un objet de connaissance. Peut-être moins dans la formation professionnelle, mais on a le droit de regarder la langue comme un objet de connaissance, mais parfois on fait un peu trop ça. On est habitué surtout à ça. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, le deuxième curseur, comme on l'a appelé ici, oppose une façon de travailler chaque langue de manière isolée, une approche singulière, ou alors travailler de manière plurilingue, travailler les langues en lien les unes avec les autres, mobiliser ce qu'on peut appeler le translanguaging. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, pas seulement dans le CLIL. Hein? Im Fremdsprachenunterricht, il y a aussi cette distinction. Est-ce qu'on enseigne le prof d'allemand, l'allemand, le prof d'anglais, l'anglais, le prof de français, le français, ou je peux enseigner l'anglais en m'appuyant sur l'allemand? On demande de faire ça à Genève. Tous les élèves, quand ils font l'anglais, ils ont 2 ans d'allemand. Est-ce qu'on apprend Monday, Tuesday, sans lien avec Montag, Dienstag? On dit, bon, si ils savent déjà Montag, Dienstag, peut-être je peux créer un lien entre Monday, Tuesday. Sans parler du français, le lexique entre le français et l'anglais est une langue romane. You agree? Non, à 70%, c'est le latin. Donc, ça se pose aussi pour l'enseignement des langues, mais ça se pose encore plus pour l'enseignement CLIL. Alors, j'aimerais juste ici vous présenter un petit schéma, il est partout, un petit schéma où vous retrouvez ces 2 curseurs ou ces 2 axes. À mon sens, ça permet de distribuer un peu toutes les approches qu'on peut recenser dans l'enseignement des langues et dans l'enseignement en langue. Alors, vous avez l'axe horizontal qui va à gauche des approches qui sont singulières, monolingues, jusqu'à la droite où on a des approches qu'on appelle parfois plurielles ou plurilingues. Et l'axe vertical, qui va en bas d'une approche décontextualisée, on pourrait dire traditionnelle, language as a topic, la grammaire, grammatique, etc. Et en haut, une approche plus contextualisée, handlungsorientiert oder task-based, etc. C'est plus en haut dans le schéma. Donc vous avez cette deuxième dimension ici, verticale. Alors vous avez à la gauche, dans le tableau, vous avez toutes les approches qu'on trouve dans la Fremdsprachendidaktik. Alors en bas, dans la Fremdsprachendidaktik, vous avez la grammaire, l'approche grammaticale, plus structurée, analytique, etc. Quand on remonte, on a des approches plus inhaltsorientiert, ou de task-based approach, etc., plus liées à l'action, à l'usage, à la contextualisation. Quand on monte dans le schéma. Dans le cadre européen de CIFAR, le cadre européen commun de référence, on parle de la perspective actionnelle. Action-oriented approach. Donc on va effectivement être lié à l'action, à l'usage, etc. dans le haut du schéma. Mais à gauche, si on reste à gauche, on est dans la didactique des langues. Si on va à droite, on est dans un autre paradigme qu'on appelle en Europe, depuis maintenant 15 ans à peu près, la didactique du plurilinguisme, Mehrsprachigkeitsdidaktik, in der rechten Seite. Fremdsprachendidaktik in der linken Seite. Dans les 2 types de didactique, vous pouvez être plutôt décontextualisé, regarder la langue comme objet de connaissance, ou alors en contexte. Alors évidemment, quand on fait de l'enseignement
bilingue, zweisprachiger Unterricht, on va être en haut à droite, possibly. Je n'entre pas dans les détails, dans les classes on trouve tout. Quand vous allez dans la classe, ça s'appelle CLIL, ça s'appelle zweisprachiger Unterricht, vous allez dans la classe, vous trouvez tout. Mais normalement, la pédagogie spécifique du CLIL serait en haut à droite. On est en usage, en contact, en contexte dans des disciplines particulières, Sprachunterricht. Et puis, en principe, vous devriez créer, ou vous pouvez créer des liens entre la deuxième langue et la première langue. Et si vous oubliez de créer ces liens, die Schüler, les élèves, de toute façon, ils ont des problèmes, des difficultés, ils vont code switcher, etc. Ils vont essayer de traduire, donc les autres langues vont intervenir d'une manière ou d'une autre. Donc normalement, on va devoir travailler à droite, en haut, dans le schéma, si on est dans l'enseignement bilingue. Alors c'est pour ça que je parle, si vous voulez, de didactique multi-intégrée. C'est un terme un petit peu technique. On va voir tout ça sur des exemples dans 7 minutes. Didactique multi-intégrée parce que vous avez dans l'enseignement bilingue, zweisprachiger Unterricht, Immersion oder CLIL, vous avez alors d'abord une intégration supposée, c'est pour ça que j'ai mis angenommene Integration. En principe, vous avez une intégration entre le contenu de la discipline et la langue, les outils linguistiques que vous mobilisez pour enseigner le contenu. C'est du reste ce qu'on trouve dans CLIL, Content and Language Integrated Learning. Le mot central, sans doute, c'est integrated. Il y a une version française de ça qui est EMIL, enseignement d'une matière par l'intégration d'une langue étrangère. EMIL, en plus, ça fait penser à Rousseau, qui a beaucoup parlé d'éducation, il y a longtemps. EMIL, vous avez aussi intégration. En même temps, il y a une transposition, parce qu'en anglais, c'est learning, en français, enseignement, teaching. J'entre pas dans les détails, mais il y a une petite transposition sur la perspective, learning oder teaching. Mais dans tous les cas, c'est intégration. Intégration entre des contenus, entre Sprachfach et la langue. Maintenant, ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on doit s'attendre à trouver dans l'enseignement bilingue. Maintenant, quand on dit zweisprachiger Unterricht, enseignement bilingue, plurilingue, on devrait pouvoir travailler avec le bilinguisme, vu qu'on a le mot bilingue aussi. On n'a pas le mot bilingue dans CLIL, mais dans Bilingual Education, zweisprachiger Unterricht, on a enseignement bilingue, l'idée de bilinguisme. Alors là aussi, on a cette possibilité d'intégration, c'est le deuxième niveau d'intégration, entre la langue d'enseignement et l'autre langue disponible pour les élèves. Si c'est une deuxième langue, il y en a au moins une autre pour les élèves, pour la classe, pour la région, etc. Souvent, il y a plus qu'une autre. Donc l'idée, c'est de voir comment on va éventuellement connecter les deux langues dans l'acte d'enseignement. Et c'est ça que je vais détailler avec vous à travers quelques exemples. Ce schéma paraît très compliqué, il est très simple, et je vais l'expliquer tout à l'heure dans des exemples. Encore une diapositive et vous avez les exemples. Ici, ce que je vous montre simplement, c'est que quand on travaille en CLIL, on travaille de manière contextualisée, on l'a dit, en contexte, en usage. Donc on a une diskursive Aufgabe, didaktische Aufgabe im Sprachunterricht. Donc vous avez la Aufgabe, ce sera Physik oder Geschichte oder Recht. Alors après, dans la formation professionnelle, ça peut être un cours sur la tôle, en carrosserie, etc. Donc vous avez des tâches didactiques qui mobilisent la langue. Il y a toujours eine sprachliche Dimension. Donc vous avez ce languaging de toute façon qui est là. Après, comme le disait Do Coyle, l'enjeu, the issue is to be language sensitive. But languaging is here. C'est là. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Maintenant, à partir de ces tâches que vous menez dans la classe CLIL, vous allez avoir des problèmes. Heureusement. Les élèves vont avoir des problèmes, peut-être plus que vous. Et ces problèmes vont déclencher, c'est au milieu dans le schéma, des réflexions. Vont déclencher des stratégies. On dit que le CLIL, c'est bien pour les stratégies, problem solving strategies. Donc vous allez développer des stratégies de résolution de problèmes pour
expliquer, hein, expliquer de manière contextuelle, hein, c'est pour ça que j'ai mis situative et Erklärung, expliquer maintenant ce qui pose problème pour pouvoir continuer à enseigner, ça c'est nécessaire pour le CLIL et c'est intéressant et utile. Maintenant, vous verrez dans les exemples que je vous montre, on peut aller encore plus loin. On peut aller du problem solving au problem raising. Problématisation, Problemstellung. À partir d'un problème de langue qui se pose, ou qui se pose à travers through the language, à travers la langue, vous pouvez encore augmenter la conscience des apprenants pour leur montrer quelque chose dans la discipline. Im Sachfach. Nicht nur für die Sprache. Le problème peut vous conduire à un concept de la discipline. C'est pour ça que j'ai mis conceptualisation, Konzeptbildung oder Problemstellung, montrer quelque chose qu'on n'avait pas vu, qu'on ne voit pas quand on travaille dans la langue maternelle parce que tout semble évident, tout semble clair. Tandis que la langue 2 va vous montrer des problèmes, mais ces problèmes ne sont pas juste un obstacle. Ce n'est pas juste une contrariété, c'est une occasion. Hein. Et c'est ce que je vais montrer tout à l'heure. Donc ça, c'est ça, si vous voulez, utiliser le languaging, language sensitive, faire ce travail à partir des problèmes vers la discipline. Et le deuxième élément, c'est justement plus lié au translanguaging. Quand vous avez ce travail, ça veut dire quoi le travail plurilingue? Ça veut dire quoi translanguaging? Ça veut dire quoi connecter plusieurs langues? Ça peut se faire au moins de deux façons. Avec le Sprachvergleich ou Sprachwechsel, Code Switch, on en a parlé tout à l'heure. Sprachvergleich, ça veut dire que je peux enseigner en français, mais dire « Ah oui, je sais en allemand. Montag, Dienstag, etc. » Après, on peut dire « Oui, on peut faire en français. Lundi, mardi, c'est les planètes. » En allemand aussi, en anglais aussi. Après, vous avez en portugais. Quelqu'un sait les jours de la semaine en portugais? C'est une langue romane, le portugais, mais ce n'est pas la lune, ce n'est pas Mars, c'est segunda-feira, terça-feira, domingo pour dimanche. Alors, on compte les jours, 2, 3, 4. Mais on commence à 2, le lundi est le deuxième jour. Vous savez pourquoi? Tradition chrétienne. Tradition chrétienne, le premier jour, c'est le dimanche. Et bien, expliquer les jours de la semaine, même dans les langues romanes, il y a des choses qui sont étonnantes. Et des choses qui s'expliquent par la culture, par le contexte, etc. Ça, c'est Sprachvergleich. Vous pouvez utiliser que le français dans l'interaction, mais être sensible à d'autres langues. Bon. Vous verrez que certains enseignants le font. Et puis, Sprachwechsel, c'est éventuellement faire du code switch, changer de langue à un moment donné. Ça peut être une reformulation, ça peut être une traduction, ça peut être fait de différentes manières. Je vais vous montrer deux manières de faire du code switch. Soit on le fait de manière microscopique, micro-alternance, alors sur un mot, une phrase, hein, on commence ce que je fais, I start in English, then un mot en français, and éventuellement quelque chose en portugais. Voilà, ça c'est du micro-code switch. Mais vous avez aussi une façon d'organiser didactiquement le passage d'une langue à l'autre de façon assez intéressante. Où vous pouvez, ici par exemple, il y a du meso-code switch, parce que vous avez une présentation en allemand et un discours mainly in French. C'est de l'anglais, ça. Donc vous avez, je fais un peu du micro-code switch, mais vous avez dans l'organisation de ma présentation un accès écrit à l'allemand, un accès oral au français. Ça, c'est une façon de didactiser la présence, l'utilisation, parce que lire une langue, c'est l'utiliser aussi. Hein? Une façon d'utiliser deux langues dans un événement. Une autre façon qu'on peut avoir, c'est de présenter une théorie dans une langue et utiliser des exemples dans une autre langue. Présenter un contenu aux apprentis dans une langue, faire résumer dans une autre langue. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, de la méso-alternance, Meso-Sprachwechsel. Et ça peut être intéressant. Je vais vous montrer juste un exemple parce que c'est des corpus assez grands, il faut voir ça sur tout un cours. Hein. Je vais vous montrer juste quelques exemples. On va dans les exemples. Alors, je commence avec... alors ici, c'est Sekundarstufe 2, c'est bon, ce qu'on appelle... en Suisse, c'est très drôle. Hein, on appelle ça le collège à Genève, on appelle ça le lycée à Neuchâtel, on appelle ça le gymnase dans le canton de Vaud ou à Bienne, mais parce que gymnasium, c'est ce qu'on trouve aussi du côté alémanique. Donc, on est au gymnase. Ici, et on est dans une filière bilingue
français-allemand. Donc en Suisse romande, l'allemand est une langue seconde pour la plupart des élèves. Et ici, c'est un contenu d'histoire. Et on est en train de parler en histoire d'un événement qui est la Blitzkrieg. Et même quand on enseigne en français, souvent on dit Blitzkrieg parce que c'est un événement qui est connu sous cette appellation-là. Mais on le dit guerre éclair en français, lightning War en anglais, ils ont dit aussi Blitzkrieg en général, mais on dit... bon, ça se traduit pas trop bien. Alors, on parle de cet événement-là, et puis l'enseignant est en train d'aborder ce chapitre avec les élèves, et il leur demande « Warum gewinnt das Deutsche Reich sehr schnell in Polen » Pourquoi les Allemands gagnent si vite en Pologne? Et c'est intéressant, vous voyez, c'est language sensitive. Il est sensible à la langue. Il dit « Man spricht sogar von einem » Il dit « On parle même de », donc ça veut dire dans le nom de cet événement, il y a une indication, et l'élève sait... Il l'a vu dans le livre d'histoire où il l'a entendu, il sait comment désigner ça. L'élève va dire Blitzkrieg. Il dit Super genau Blitzkrieg, man spricht von einem Blitzkrieg, il écrit ça au tableau, etc. Mais il pourrait continuer, là, le prof, en disant Go ahead avec la Sachfachunterricht. Il va s'arrêter un petit peu et il dit Wenn Sie Blitz hören, quand vous entendez Blitz, verstehen Sie das Wort Blitz? Wissen Sie, was ein Blitz ist? Pose la question aux élèves. Quand vous entendez dans Blitzkrieg, Blitzkrieg, ils ont su dire, c'est dans le livre d'histoire, ok. Et Blitz, ils l'ont tous appris. Hein? On a tous appris ça à l'école, en 2e, 3e année d'allemand. Blitz, on a appris Regen, on a appris... Bon. Mais alors, quand ils posent la question, wissen Sie, was ein Blitz ist? Nein. En tout cas, les élèves là savent plus que c'est Blitz, ils savent Blitzkrieg. Nein. Et puis le prof va traduire, Blitz heißt Éclair. Bon, voilà, petite traduction. Et puis der Blitz l'éclair, et il va encore plus loin. Alors, en allemand, hein, man kann zum Beispiel sagen, im Deutschen, ist schnell wie der Blitz. Ça, on dit en français aussi, il est rapide comme l'éclair. Rapido come il lampo, en italiano si dice, bah, je sais pas, en anglais aussi, il y a cette expression, rapide comme l'éclair. Et alors, il va leur dire, mit Blitz avec l'éclair, on associe un certain nombre d'idées, lesquelles? Alors, par exemple, Schnelligkeit, hein, la rapidité. Qu'est-ce que ça symbolise encore, l'éclair? Alors, un élève va dire stark, Kraft, fort, la force. L'enseignant va dire, j'ai coupé un peu la séquence, hein, c'est une séquence assez longue. Kraft oder die Stärke, donc fort, les forces, etc. Et il va ensuite conclure, schnell und stark handeln die deutschen Truppen. Donc les troupes allemandes agissent vite et fort. C'est assez intéressant ce qui se passe ici, si vous voulez, parce qu'on voit un début d'intégration entre le travail, donc ce travail de languaging, de mise en discours, de language sensitivity, hein, donc un travail d'intégration entre ce que nous dit la langue et ce qu'on doit construire comme concept, comme contenu dans cette séquence de leçons d'histoire. Et donc, Blitzkrieg, d'ailleurs, Blitzkrieg, c'est un concept d'histoire. Assez diffusé, mais c'est un concept d'histoire. Mais derrière le concept d'histoire, il y a de la langue ordinaire, Blitzkrieg, etc. Et le prof, alors le prof, si vous voulez, il fait une révision de ce lexique-là à cette occasion. Blitz, ils doivent le savoir, ils ne le savent plus. Mais en même temps, ce n'est pas juste une révision pour résoudre un problème. Hein, ce n'est pas seulement problem solving, mais c'est aussi problem raising en disant Blitzkrieg, qu'est-ce que tu entends là derrière? Si tu comprends bien, tu vas comprendre le concept, ce qui s'est passé vraiment, ce qui caractérisait cet événement historique particulier. Et après, il recourt aussi aux expressions idiomatiques, etc. La langue 1 joue un rôle tout petit. Le français, langue 1, joue ici un rôle tout petit parce que c'est juste une traduction. Blitz, éclair, und go ahead. Mais le français intervient quand même. Alors, je vais vous montrer, on voit bien le languaging, on voit bien l'intégration langue-contenu, on voit un petit peu moins le travail, hein, die mehrsprachige Arbeit, il est un peu moins évident ici, il y a juste un mot en français. On peut mobiliser plus dans certaines classes, justement, l'aspect de travail translanguaging, de travail plurilingue. C'est le cas de cette deuxième séquence en physique. J'aurais pu commencer d'ailleurs comme ça, voilà, hein, oubliez ça. Si je vous pose la question, vous avez tous fait de la physique. Alors, l'ingénieur agronome de l'ETH, il ne doit pas répondre, mais tout le monde a fait de la physique. Mais les ohms, OHM, ohm, c'est une unité. C'est une unité de quoi? Sie können das auf Deutsch oder Englisch sagen. Alors,
On sait que c'est la résistance, peut-être. Bon. Et puis le volt, et puis la watt, etc. Bon, on sait plus ou moins. Mais oder weniger. Mais les élèves savent vraiment des fois moins que plus. Hein. Et alors, c'est assez intéressant parce qu'ici, le prof de physique, il est en train, dans le laboratoire, de faire une expérience avec des appareils. Hein, verschiedene Geräte, des appareils, Messgeräte, pour mesurer différentes valeurs. Et puis, il va dire, man misst die Stromstärke mit einem Stromstärke-Messgerät. Bon. Und man misst die Spannung mit einem Spannungsmessgerät. C'est des francophones, vous voyez. Messgerät, Messgerät, Stromstärke-Messgerät, Spannungsmessgerät. Und man misst den Widerstand mit einem Widerstandsmessgerät. Gut. Ça, c'est juste, voilà, c'est du languaging, si vous voulez. Après, il va dire, ich weiß auf Französisch, wird das... donc, il va parler du français ici, comme langue de référence, si vous voulez. Auf Französisch wird nicht die physikalische Größe genannt. Donc, en français, on ne désigne pas la grandeur physique, sondern die Einheit. On va désigner l'unité de mesure. Pour désigner l'appareil, ampère-mètre, voltmètre, ohmmètre. Alors, quand il fait ça, le prof, il donne une chance à ces pauvres élèves francophones de peut-être mieux comprendre ce qu'il est en train de dire en allemand. Mais c'est pas tellement, c'est vite réglé ce problème-là. Hein, il donne la traduction, etc. Mais il donne une chance surtout to grasp better the content, hein, de mieux accrocher le contenu. Parce que, vous voyez, wenn Sie beide Sprachen haben, hein, Sie haben verschiedene Ideen. Ici, vous avez le ampère du français est lié à Strom en allemand, Volt est lié à, je crois que j'ai Spannung, et puis Ohm est lié à Widerstand, la résistance. Et c'est assez intéressant parce qu'effectivement, avec les deux langues, vous avez consolidé le fait que le Ohm, c'est la résistance. Si vous savez le dire dans les deux langues de façon consciente, this language awareness, hein, vous savez peut-être mieux maîtriser ça dans le domaine de la physique. C'est un petit exemple qui concerne le lexique. Mais encore une fois, on a peu de temps. Hein. Si on fait un atelier, on peut regarder des leçons entières. Mais voyez, ce n'est pas juste traduire, ce n'est pas juste faciliter le travail des francophones en allemand, mais c'est les rendre conscients que la toolbox est plus riche, avec deux langues, elle est plus riche pour le contenu. Là, je vous montre, oui, alors ça, vous aurez le PowerPoint, j'imagine. Bon, vous pourrez lire les petites analyses qui sont faites. Je vous montre ici, ça va, le temps, c'est bien. Mais ça, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ici, c'est une Fachhochschule in Biel, hein, qui fonctionne à Bienne de manière bilingue. Et puis, on travaille notamment, on forme aussi des ingénieurs en mécanique et des choses comme ça. Et vous avez un exemple ici de ce que j'ai appelé la méso-alternance, Meso-Sprachwechsel, parce que, alors, pour deux raisons. Parce que dans cette école bilingue du canton de Berne, il y a une policy, hein, une politique d'établissement, où on dit on a des étudiants des deux communautés linguistiques, et même plus. Donc, bon, il y a des francophones natifs, des germanophones natifs, donc il faut s'adresser aux deux communautés, et donc le prof, soit dans ses PowerPoint, soit dans ses explications, doit prendre soin de ces deux communautés, surtout dans la première année d'études. Alors, il y a une demande institutionnelle, mais il y a aussi ensuite les stratégies de l'enseignant qui, lui, peut être sensible à la présence de ces deux communautés et essayer de rendre les deux langues disponibles. Peut-être il parle plus en allemand parce que c'est sa langue, peut-être il parle plus en français parce que c'est sa langue, mais il va faire des exercices dans les deux langues, des résumés dans les deux langues, des présentations dans certaines langues. Et je vous donne juste un petit exemple pour vous montrer comment marche cette méso-alternance. Ici, il parle du Brechungsindex, en français, vous savez ce que c'est? L'indice de réfraction, hein, quand la lumière entre à quelque part, puis après elle sort différemment. Elle entre dans l'eau, par exemple, et puis après, elle change de direction. Hein. L'indice de réfraction. Alors là, on ne va pas l'expliquer parce que ce serait un petit peu pas très sympathique. Alors là, l'enseignant explique quelque chose en allemand. Alors j'ai mis des numéros. Il explique quelque chose en allemand, hein, et après, il continue.
en allemand, et à un moment donné, il va passer au français. Vous voyez, vers 4, also so etwas passiert nicht, das ist verboten. Il dit, l'onde, quand elle entre à la surface, l'onde, elle ne fait pas de saut, hein, sie macht keinen Sprung, donc elle ne va pas faire de saut, elle ne va pas faire de coude. Voilà, il explique ça, moi je ne saurais pas l'expliquer, et il dit, ça, ce serait interdit. Hein, das, so etwas passiert nicht, das ist verboten. Jusque-là, c'est en allemand. Après, il va enchaîner avec le français. Cette situation serait interdite. Avec son français à lui, cette situation serait interdite. Donc, il reformule un certain nombre de choses en français. L'onde ne fait pas un saut en traversant l'interface, etc. Et on retrouve, vous voyez, j'ai mis les chiffres, ce qu'il a dit en 3, on le retrouve en français en 3 aussi. Ce qu'il avait dit en 2, on le retrouve en français en 2. Ce n'est pas une exacte traduction, mais c'est des éléments qu'on retrouve. Mais ce qu'il a dit en 1, en allemand, il ne le dit pas en français, c'est seulement en allemand. Et ce qu'il dit en 4, hein, sa conclusion, la fonction elle-même reste continue, soit la pente de la fonction aussi reste continue, la pente ne change pas, ça continue. Il le dit seulement en français. Et c'est ça qui est intéressant sur cette méso-alternance, ce n'est pas juste de la traduction. Il y a quelques éléments qui sont traduits, mais il y a des formes d'expansion, des échos qui sont faits entre les langues, mais ce n'est pas « je répète juste dans une deuxième langue ». C'est ça qui est intéressant. Parfois, c'est juste un résumé, où la notion centrale sera donnée dans les deux langues. Mais vous voyez, ce n'est pas un problème, parce que de toute façon, même quand on enseigne de façon monolingue, on ne fait que répéter, que reformuler, etc. Le rôle du prof, j'ai fait ça depuis le début. J'ai dit 2 fois ce que je pensais de translanguaging, j'ai dit 3-4 fois certaines choses. Heureusement, parce qu'on sait qu'on n'écoute pas de façon très très efficace plus que 15-20 minutes de suite. Donc il faut répéter, il faut reformuler, ça c'est à la base des stratégies didactiques. Il le fait en français. Vous voyez à la fin, la fonction reste continue, la pente de la fonction aussi reste continue, la pente ne change pas, reformule. Il dit 3 fois la même chose. Ça ne change pas, c'est continu. Et vous le faites la même chose en allemand. Vous dites 2-3 fois la même chose. Alors, il ne faut pas avoir peur non plus de reprendre certaines choses en changeant de langue. Ce n'est pas forcément une perte de temps, hein, c'est quelque chose qui peut être utile. Et alors, on a été interroger aussi les étudiants qui sont dans ces filières bilingues, et ils nous disent, par exemple, les étudiants, les deutschsprachigen Studenten, sagen, ja, das war sehr kompliziert auf Deutsch, hein, le prof a expliqué en allemand, et puis voilà, ça va assez vite. Et puis il dit, quand le prof a répété en français, peut-être de manière plus lente aussi, et puis vous avez une deuxième chance d'attraper le contenu. Donc c'est pas, même pour les gens qui sont deutschsprachig, qui écoutent le prof en allemand, quand ils passent en français, ça les intéresse aussi. Et ces choses-là sont assez productives. Là, c'est une forme de méso-alternance. C'est une façon de didactiser, si vous voulez, la présence de 2 langues. Alors, on l'observe surtout dans des situations où il y a les 2 communautés dans la salle, comme aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai un PowerPoint dans une autre langue, parce qu'il y a clairement 2 communautés, et plus, qui sont présentes. Et ça, on le fait évidemment de manière plus importante dans ces situations-là. Je ne vais pas aller trop loin sur la méso-alternance, mais il y a des exemples dans les compagnies d'aviation, avec les consignes de sécurité. Certaines compagnies disent « all in English hein, ». Donc voilà, vous avez le truc, l'oxygène et tout ça. Les consignes de sécurité, dans certaines compagnies, c'est seulement en anglais. Dans d'autres, c'est toujours dans 2 langues. Certaines font l'anglais avec la présentation visuelle, mais le disent dans la langue nationale ou officielle. Voilà, ils le disent en parallèle. Et j'avais vu, ça a peut-être changé dans la compagnie SAS, une compagnie scandinave, ils le disaient en anglais ou dans la langue nationale, suédois, je ne sais plus, et ensuite ils résumaient dans l'autre langue. C'est encore autre chose. C'est des pratiques de méso-alternance. Ce n'est pas juste la traduction, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est assez nouveau, il faut aller regarder dans les classes pour voir comment on fait ça. Est-ce que c'est les profs qui font ça, parce que c'est ses stratégies à lui, son expérience ? Est-ce que c'est son école qui demande ça? Est-ce que c'est les élèves qui attendent ça? Mais c'est quelque chose qui peut être assez subtil, qui peut jouer un rôle pour la langue et pour le contenu, et surtout pour l'intégration des 2. Alors, je prends un dernier exemple, après j'ai la conclusion, je pense à 10 minutes, sehr gut. Alors, 5 minutes sur l'exemple, 3 sur la conclusion.
ici, vous êtes dans un cours de droit. Alors le droit, évidemment, bon, on en a aussi dans la formation professionnelle, mais ici, on est avec des étudiants de droit à l'université de Zurich, et les étudiants de droit à l'université de Zurich doivent faire certains séminaires bilingues ou en français aussi, comme les étudiants de droit à Genève font de l'allemand juridique et ont quelques séminaires en allemand, parce que si on travaille sur le droit fédéral, il faut pouvoir au moins lire des arrêts du tribunal fédéral en allemand ou en français. Et les étudiants sont en train de travailler justement sur des arrêts du tribunal fédéral. Ici, ils sont rédigés en français et le prof leur demande d'interpréter ces arrêts, de prendre position, d'argumenter. Et il se rend compte que les étudiants, parfois, dans leurs argumentations, oublient, et c'est un séminaire de master, les étudiants parfois oublient certains principes de base qu'ils doivent respecter quand ils fonctionnent en droit suisse et international. Alors là, le prof, qui est bilingue, va les arrêter dans leur interprétation. Il leur dit quel est le grand principe inscrit même dans la Convention des droits de l'homme. Ça passe à l'allemand après, hein, donc vous verrez si vous ne comprenez pas tout de suite. Quel est le grand principe inscrit même dans la Convention des droits de l'homme sur la manière dont quelqu'un est traité quand on lui reproche un crime ou un délit. Les étudiants, donc des étudiants universitaires en master, sont habitués à travailler aussi en français, mais ils n'ont plus le terme en français. Et donc ils vont donner le terme en allemand, Unschuldsvermutung. Alors, le prof, il pourrait dire, OK, c'est juste, hein, Unschuldsvermutung, c'est ça. Et il pourrait éventuellement le traduire ou aller sur Internet, on trouve tout de suite l'équivalent en français. Mais ce prof, qui est un prof de droit, mais qui est language sensitive, hein, ou qui est aware aux questions de langue, il va profiter de ce problème qu'ils ont pour les faire raisonner. Puis dire, OK, Unschuldsvermutung, comment est-ce qu'on appelle ça en français? Try to tell it in French. Hein? Alors, les étudiants, ils savent tous, Unschuld, ils savent bien que ça veut dire innocent, hein, not guilty, innocent, non coupable. Ce qui pose problème, c'est Vermutung. Et alors, ils vont faire des propositions. L'étudiant va dire la preuve. La preuve, Vermutung. Et puis le prof, il dit non, la preuve, ce serait un autre mot. Ce serait quoi? En si, c'est der Beweis. Ah oui. Donc, Beweis, ce n'est pas Vermutung, c'est autre chose. Alors le prof, en neuf, il dit mais la Vermutung, c'est quoi? Hein, continue. Et puis l'étudiant va proposer autre chose. Il va dire soupçon. C'est un mot qu'il connaît aussi en français. Et c'est là que ça devient intéressant. Regardez l'explication du prof, ce que dit le prof, mais aussi le prof va code switcher. Il va passer progressivement à l'allemand. Ça va devenir une forme de méso-alternance. Il dit le soupçon, c'est aussi une Vermutung, mais une Vermutung, eine negative Vermutung. Und das nennt man wie, wenn man vermutet, dass etwas schief ist. Alors, comment on appelle ça en allemand quand on suppose que quelque chose n'est pas clean, n'est pas correct, n'est pas bien? Et alors, l'étudiant, wie ist das auf Deutsch? Et puis, l'étudiant va dire Verdacht. Donc, soupçon en allemand, c'est Verdacht. Donc, ça ne marche pas. Et alors, c'est là que ça devient intéressant. Le prof va dire Aber die Unschuldsvermutung, man könnte nicht gut von einem Unschuldsverdacht sprechen. Nicht? Il le dit en allemand, c'est pas pour rien qu'il le dit en allemand. Vous proposez Vermutung, soupçon. C'est un peu la même chose, mais c'est déjà négatif le soupçon. Essayez de dire Unschuldsverdacht. Ça ne fait pas de sens. Parce que ça veut dire un soupçon d'innocence. Vous entendez que ça ne matche pas, hein, comme on dirait en français. Ça ne va pas très bien ensemble. Donc, auf Französisch braucht man eben ein anderes Wort. Comme en allemand, on a besoin d'un autre mot. Für Vermutung nicht Soupçon, sondern, et ils vont trouver présomption. La présomption d'innocence. Hein. Et alors, j'ai coupé parce que ça dure 30 minutes. Mais ce n'est pas un prof de langue, c'est un prof de droit. Mais pourquoi c'est si important pour le droit? C'est très important pour le droit. Parce que finalement, dans la langue maternelle, soupçon, supposition, tout ça, bon, on croit savoir. La différence entre soupçonner, supposer, supposition en anglais, soupçonner, supposer, présupposer, c'est très proche. Et en droit, ça change tout. Et c'est ce qu'il est en train de dire, c'est la conclusion d'ailleurs de son enseignement avec ses étudiants. Il leur dit, voyez monsieur tel et tel, si vous soupçonnez que la personne dont on parle, hein, dans l'arrêt du tribunal fédéral, accepter plus ou moins que ce chanvre, c'est des petits trafics de drogue, hein, que ce chanvre soit utilisé pour des fins illicites, si vous soupçonnez ça, vous prenez peut-être pas tout à fait au sérieux jusqu'au bout la présomption d'innocence. Étudiant de master, un mot, quand vous dites oui, je pense que peut-être il a fait, c'est un soupçon, ce n'est pas une supposition.
Ce n'est pas juste une question de lexique. C'est une question ici de connaissance, même très, très fin. Et si vous voulez, c'est intéressant parce que cette référence à l'allemand, langue Muttersprache, hein, pour la plupart des étudiants, alors c'est une façon aussi de les faire raisonner en allemand, parce qu'en allemand aussi le problème existe. Mais en allemand, ils ont quand même plus d'intuition. Si on vous dit Unschuldsverdacht, vous dites tout de suite, ah, ça ne va pas. Si je vous dis soupçon d'innocence, si le français est la deuxième, troisième, quatrième langue, ça ne vous gêne peut-être pas tout de suite. Donc on va recourir aux intuitions qu'on a dans la langue première, mais ensuite on va dépasser ces intuitions, on va les travailler. Et c'est valable aussi bien en allemand qu'en français. Donc vous voyez, là, il y a un travail vraiment d'intégration, cette multi-intégration entre la langue, quelle qu'elle soit, et les contenus ici juridiques, mais aussi la mobilisation des deux langues, qui les deux jouent un rôle pour établir le lien à ce contenu assez subtil quand même. Voilà, j'arrive à la conclusion. Qu'est-ce que je voulais dire? On oublie toujours ce qu'on allait dire dans les conclusions. Donc, ce qui me semble assez important, si vous voulez, c'est de considérer que le travail en enseignement bilingue, le travail dans une langue étrangère ou seconde, n'est pas juste une source de difficulté. Alors, comme l'a dit Docoyle, hein, on partage très largement les mêmes idées, c'est une source de complexité. Oui. Mais c'est une complexité qui n'est pas juste un ennui, un obstacle de plus pour l'enseignant, c'est une occasion supplémentaire de montrer le languaging. Parce que le languaging, il y a toujours, dès qu'on mobilise la langue, on mobilise des activités de discours en lien avec des contenus. Maintenant, dans la langue maternelle, on ne pense pas tellement aux choses. Quand vous avez la deuxième langue, ça vous permet de vous interroger différemment et d'aller peut-être un petit peu plus au fond dans le contenu et de problématiser. Et ça peut se faire avec des choses toutes petites. Je vous donne un petit exemple, parce que je travaille beaucoup en Italie et ailleurs, et je me souviens dans l'enseignement bilingue de la biologie en Italie, à un moment donné, il tombait sur la métamorphose du tétard. Je ne sais plus en allemand, quappelle le tétard. Je sais jamais, j'oublie toujours. Bon, c'est le baby frog, le tétard, hein, le baby frog. Et le tétard. Et puis, voilà. Posez les questions à vos élèves, à vos enfants. Moi, j'ai des enfants qui sont à l'école polytechnique ou en médecine, etc. Quand ils disent tétard, ben oui, on sait ce que c'est. Mais tu entends quelque chose dans tétard? Nein. Alors, quand vous êtes en Italie, l'enseignement bilingue, ils ont girino à côté. Girino. Et puis ils disent, girino, tétard, c'est quand même très différent. C'est vrai. T'entends quoi dans Girino? Ceux qui savent un peu dire Girino, il Giro d'Italia, le Giro comme disent les Français, le Giro, le Tour d'Italie en vélo. Hein. Girino qui fait des petits tours sur lui-même. Vous avez vu un petit tétard comme il fait comme ça? Alors on dit puis les francophones, alors tétard, vous entendez quelque chose maintenant? Ou les italophones? Ah, tête. La grosse tête. Hein? La grosse tête du tétard. J'étais la semaine passée à Barcelone, catalan. Catalan, le tétard, j'ai appris. Capgros. Ils disent, hablamos espagnol, es muy dificultoso, c'est très différent, parce qu'en espagnol, ce n'est pas Capgros, mais en occitan et catalan, c'est Capgros. C'est très différent. Ce n'est pas si différent que ça. Cap, la tête, capitaine, capitale, etc. Grosse tête. C'est très différent en apparence, mais pas fondamentalement. Hein. Mais Girino est très différent. Langue romane, et c'est seulement des langues romanes, hein, tout ça. Donc vous pouvez... Ce n'est pas juste faire du vocabulaire, ça. C'est utiliser ces différences ou ces convergences en disant, quand tu sais tétard qui a une grosse tête, Girino qui fait des petits tours sur lui-même, hein, tu as deux entrées sur le concept. Tu as enrichi ta toolbox. Donc ce n'est pas une menace, c'est une occasion. Et je termine avec une citation de Nancy Houston, que vous connaissez sans doute comme écrivaine canadienne, bilingue. Elle a grandi en anglais, elle a vécu aux États-Unis, ensuite elle est venue en France, elle vit entre Paris et Fribourg, et ses essais sont presque toujours en français, ses romans sont en français et en anglais. Et puis elle dit des choses intéressantes sur la langue. Elle dit notamment en 1986, ma venue à l'écriture, donc elle a choisi le français comme langue d'écriture à un moment donné dans sa vie, ma venue à l'écriture est intrinsèquement liée à la langue française, non pas que je la trouve plus belle ni plus expressive que la langue anglaise, mais étrangère, elle est suffisamment étrange pour stimuler ma curiosité. Et cette idée, moi je préfère dire qu'on travaille dans des langues étranges plutôt qu'étrangères. Et le challenge, c'est de rendre aussi la première langue un peu plus étrange.
pour dire effectivement, dans ma langue, j'entends d'autres choses. Merci beaucoup pour l'attention.